Donc, merci déjà de m'avoir invité à faire cette controverse avec Yves Panis. Sur toujours la même question, faut-il opérer la maladie de Crohn iléale fistulisante? Bien sûr, cette fois, vous allez l'avoir à l'avis du gastro-entérologue. Donc, vous avez vu le verre à moitié vide, vous allez voir le verre à moitié plein concernant la chirurgie. Les liens d'intérêt. Vous avez vu cette diapositive, je vais passer assez vite. La maladie de Crohn, c'est une maladie chronique, progressive, destructrice. Et vous voyez que dans l'histoire naturelle de la maladie, que la fistule et les abcès arrivent au cours du temps. Et la fréquence de ces complications, elle n'est pas rare. On estime qu'au diagnostic, il y a à peu près 20 à 40% de formes compliquées, c'est-à-dire regroupant sténose et fistule. Et au cours du temps, la moitié des patients auront une forme compliquée de la maladie. Si on focalise à la maladie de Crohn iléale, et c'est le propos aujourd'hui, on regarde dans ces travaux de la cohorte de Saint-Antoine, rapportés par Jacques Cohn, près de 1500 patients, et on voit que 50% des patients qui avaient une maladie iléale, avec une localisation iléale, avaient au cours du temps une complication pénétrante, donc une maladie fistulisante. Donc la maladie de Crohn iléale fistulisante, c'est quelque chose qui est très fréquent. Alors, un petit rappel, comme la première chose à faire quand on a une maladie de Crohn iléale fistulisante, c'est de traiter un abcès éventuel. Ces abcès sont des complications septiques qu'il faut traiter. Donc il y a plusieurs options qui ne sont pas exclusives les unes des autres. Bien sûr, l'antibiothérapie. Le drainage, alors le drainage peut être par voie radiologique. Si vous avez des endoscopistes un petit peu agiles, ils peuvent dans certains cas drainer également ces abcès. Et puis il peut y avoir des drainages chirurgicaux sans forcément de résection. Bien sûr, tout ça sera fonction des caractéristiques de l'abcès, notamment de la taille, de la localisation, et puis de l'accessibilité de l'abcès au drainage. Alors, revenons-en au fait, faut-il toujours opérer la maladie de Crohn iléale fistulisante? Alors, quand on se pose des questions sur la chirurgie de la maladie de Crohn en France, on a tous à peu près le même réflexe, on prend son téléphone et on appelle Yves Panis. Donc là, on a de la chance, il est là, et donc on lui pose un certain nombre de questions. Donc pour répondre à ces questions, notamment que va se poser le patient avant d'être opéré, pour cela, on va discuter d'un papier. Alors pour éviter toute forme de subjectivité, j'ai choisi un papier où Yves Panis et moi-même sommes co-auteurs pour qu'on ne me taxe pas d'être subjectif. C'est un travail de la cohorte Remind, travail prospectif, 209 patientes opérées résection iléosécale entre 2010 et 2014 dans 9 hôpitaux universitaires. Alors la première question que va se poser le patient, ok, vous voulez m'opérer, mais quel va être le risque pour moi d'avoir une stomie? Alors, dans la cohorte Remind, 100 patients avaient été opérés avec une maladie de Crohn fistulisante. Et dans ce travail, un patient sur 3 avait dû être opéré en 2 temps et donc avait nécessité une stomie provisoire. Deuxième question, est-ce que je vais être obligé, est-ce qu'on va m'ouvrir le ventre, on a vu tout à l'heure les images, est-ce que je vais devoir avoir, quels sont les risques d'une laparotomie pour moi? Toujours dans la même cohorte, la cohorte Remind, on voit que 27,9% des patients avaient une laparotomie, et on voyait que dans cette étude, 12,4% des patients avaient une laparoconversion. C'est-à-dire que dans cette cohorte, 4 patients sur 10 avaient dû... leur chirurgie avait nécessité une laparotomie avec une cicatrice médiane. Autre question, quel est le risque pour moi de complications périopératoires, d'abcès, etc. Toujours dans la même cohorte, la cohorte Remind, on avait 22,8% de complications septiques périopératoires. Vous voyez que le chiffre diverge un peu de la cohorte RICO du jeté de chirurgie. Les esprits chagrins, ils verront la différence entre les complications périopératoires rapportées par un chirurgien et rapportées par un gastro-entérologue. On ne va pas rentrer dans ce type de débat. Et chez ces patients qui avaient des complications septiques périopératoires, donc il y avait 43 patients dans cette cohorte, près de 1 patient sur 2 nécessitait une stomie secondaire. Donc on l'a vu, la chirurgie, elle a un certain prix, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va régler le problème de manière durable? Et vous le savez, vous connaissez cette diapositive, la récidive post-opératoire, elle est très fréquente dans la maladie de Crohn. Le récidive post-opératoire endoscopique, c'est-à-dire la récidive de lésions précoces, arrive chez près de 3 patients sur 4 dans les centres de référence. On voit que c'était un peu moins dans les essais contrôlés randomisés, dans les bras placebo. Et plus d'1 patient sur 4, la première année après la chirurgie, avait de nouveau des symptômes liés à sa maladie de Crohn.
Donc, en l'absence de traitement, si on schématise, sur 10 patients, 7 sur 10 ont déjà, au moins 7 sur 10 ont déjà des lésions qui sont revenues, de nouvelles lésions de récidive de maladie de Crohn post-opératoire, et 3 sur 10 vont avoir des symptômes de nouveau de leur maladie de Crohn au cours de la première année. Alors vous allez me dire, oui, ça c'est des travaux un petit peu anciens. Maintenant, on a des stratégies plus agressives pour prévenir la récidive post-opératoire. Et du coup, on met en place des traitements. Donc, on va opérer le patient, mais de toute façon, il aura quand même besoin d'un traitement médical. Alors, on a des stratégies plus agressives. Maintenant, en fonction des facteurs de risque de récidive post-opératoire au moment de la chirurgie, on démarre des traitements préventifs qui sont adaptés, de plus en plus de biothérapie. En plus de cela, on adapte les traitements selon l'indice de Rutgers lors de la coloscopie que vous savez, on fait systématiquement 6 mois après la chirurgie. Et malgré cela, malgré ces stratégies plus agressives, je vous rapporte ici les travaux de la cohorte de Chicago, où on a cette attitude de stratégie de traitement optimisée. Et vous voyez qu'il y avait plus d'un tiers des patients qui avaient une récidive endoscopique à 6 mois, malgré ces stratégies-là. Et on voit que malgré les stratégies optimisées, près d'un patient sur 4 avait de nouveau une récidive symptomatique dans les 2 ans qui vont suivre la chirurgie. Donc en résumé, dans la maladie de Crohn fistulisante, on pourrait dire que pour un patient, le risque de stomie va être de 38%, le risque de laparotomie de 40%, le risque d'avoir une complication septique dans la cohorte dont je vous ai parlé, 23%, et malgré ça, le risque d'avoir une récidive symptomatique dans les 2 ans va être de près d'1 sur 4. Alors à la lumière de ça, le patient va peut-être se poser la question d'aller voir le gastro-entérologue. Quelles vont être l'efficacité des traitements médicaux? Et effectivement, jusqu'à présent, on avait très peu de données, ce qui explique que le consensus ECHO, dont vous avez vu les diapositives, qui a été publié en 2017 mais rédigé en 2016, sachant qu'il n'y avait pas de données sur l'efficacité des traitements médicaux dans cette indication-là, préconisait largement le recours à la chirurgie. Et donc, c'est l'étude MICA. L'étude MICA, c'est une étude portée par le GTED. Son but, c'est quoi? C'était d'identifier des facteurs prédictifs de réponse aux anti-TNF-alpha chez des patients qui avaient justement une maladie de Crohn fistulisante avec la présence d'un abcès. Alors, je vais vous passer assez vite le design de l'étude, mais globalement, les patients qui présentaient avec un abcès, cet abcès devait être traité par antibiotiques, plus ou moins un drainage de l'abcès, qui pouvait être, quel qu'en soit le type. Et après cela, on vérifiait que l'abcès avait bien disparu par une IRM, et on démarrait un traitement anti-TNF pendant 6 mois, et on évaluait la réponse au traitement. 117 patients ont reçu le traitement par anti-TNF. Le critère de jugement à 6 mois, c'était le succès thérapeutique, qui était défini comme un succès, bien sûr, sans corticoïdes, sans avoir à recourir à une chirurgie, sans récidive d'abcès, et puis bien sûr, sans rechute des symptômes. Petite donnée importante quand même, la taille médiane de l'abcès était relativement limitée, puisque la taille médiane, c'est 2,5 cm, ce qui n'est pas énorme. Premier élément, c'est qu'avant d'inclure ces 117 patients, un certain nombre de patients avaient été screenés, et au screening, près d'un tiers des patients avaient d'emblée été opérés, soit à cause d'un échec de drainage, soit du fait du choix du clinicien et du gastro-entérologue. Mais une fois que ces patients avaient été exclus, sur les 117 patients qui avaient été traités par anti-TNF, et donc c'est les premières données préliminaires de l'étude MICA, 71% de succès thérapeutiques ont été observés à 6 mois, donc à court terme. Donc si on est honnête intellectuellement et qu'on part du nombre de patients initial à qui on a proposé la stratégie médicale, ça fait à peu près un patient sur 2 qui tire un bénéfice d'une stratégie médicale. La question, c'est est-ce qu'on ne repousse pas, on ne sait pas reculer pour mieux sauter? Quelle est l'efficacité à long terme? Et on a effectivement un papier du GTED qui avait été mené sous l'impulsion de l'équipe rennaise, notamment de Guillaume Bouguin, qui est actuellement en cours de relecture, qui est une étude rétrospective, 156 patients sous anti-TNF avec fistule interne, un suivi moyen de 3 ans et demi, et le critère de jugement, c'était l'absence de recours à la chirurgie. Et on voyait que au bout de 3 ans, seul un tiers des patients avaient été opérés, donc 2 tiers des patients n'avaient pas nécessité de prise en charge chirurgicale. Et lorsqu'on s'intéressait à la probabilité cumulée de cicatriser complètement le trajet fistuleux, on voit que sous anti-TNF, on avait près d'un tiers des patients qui, au bout de 3 ans, avaient complètement cicatrisé le trajet fistuleux.
question qu'on se pose, c'est très bien, mais est-ce que retarder la chirurgie, est-ce que tenter une stratégie médicale, c'est pas faire courir un risque pour le patient? Donc est-ce que la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que les biothérapies augmentent le risque de complications périopératoires? Alors dans la littérature, il y a tout un tas de données, et vous avez vu les résultats de la cohorte RICO, qui semblent montrer que les anti-TNF pourraient augmenter le risque de complications périopératoires. Alors moi, je vais en revenir à ce fameux travail où nous sommes co-signataires de la cohorte PopRemind. On s'est intéressé à l'effet des anti-TNF sur les complications périopératoires. Et quand vous voyez les résultats, la première ligne, que d'avoir reçu un anti-TNF dans le mois qui précédait la chirurgie n'augmentait pas le risque de complications. Idem pour la combothérapie. Le délai entre la dernière injection d'anti-TNF et la chirurgie n'avait pas d'impact sur le risque de complications périopératoires. Et ce qui était peut-être le plus intéressant, c'est qu'on a pu doser le taux sanguin d'anti-TNF au moment de la chirurgie. Et on voyait qu'il n'y avait absolument pas de lien entre la concentration sanguine d'anti-TNF au moment de la chirurgie et le risque de complications périopératoires. Ce qui nous laisse penser que probablement dans les essais qui sont menés, on retrouve parfois les anti-TNF comme un facteur de risque de complications périopératoires, mais parce qu'en fait, le fait d'être sous anti-TNF est un marqueur de sévérité de la maladie, et ce n'est pas le traitement en lui-même qui serait responsable des complications périopératoires, mais simplement qu'on a une maladie qui est beaucoup plus active et moins bien contrôlée. Même question pour les anti-intégrines, travail de l'équipe de Chicago, où ils ont comparé le risque de complications périopératoires chez les patients qui ne recevaient pas de biothérapie, chez les patients qui recevaient des anti-TNF et chez les patients qui recevaient des anti-intégrines. Et vous pouvez le voir, il y avait RCH et Crohn, mais c'est le Crohn qui nous intéresse aujourd'hui. Il n'y avait pas de différence significative entre les trois bras, donc pas de surrisque des biothérapies dans ce travail-là. Ce sont deux travaux récents chez les patients qui ont été opérés relativement récemment, donc qui traduisent un petit peu nos pratiques actuelles. Alors on se dit, mais il y a des cas particuliers quand même. Est-ce que les fistules entérocutanées, il ne faudrait pas tous les opérer? On a vu les images d'une fistule entérocutanée, effectivement. En termes de qualité de vie pour les patients, ce n'est pas anodin. Et donc dans le travail qui a déjà été précédemment cité, qui était porté par Aurélien Amiot, on avait quand même 33% de fermeture complète de fistules entérocutanées sous anti-TNF. Autre cas, les fistules entérovésicales. Et c'est vrai que c'est un dogme. On a longtemps dit que la fistule entérovésicale, il fallait absolument décider d'une prise en charge chirurgicale. Or, dans cette méta-analyse qui a été publiée en 2016, dont on peut discuter des résultats, mais en tout cas, un signal plutôt très positif, avec 2/3 des patients qui avaient une réponse complète sous anti-TNF et 20% avec une réponse partielle. Donc seuls 13% en échec total au départ. Donc globalement, probablement une efficacité des biothérapies, y compris dans les formes de fistules qu'on considérait à risque septique. Alors voilà quelle est ma conclusion. Vous verrez qu'elle est légèrement différente de celle d'Yves Panis. Mes recommandations sont qu'en cas de maladie de Crohn iléale fistulisante, la chirurgie devrait être réservée aux échecs de drainage d'un abcès. La complication septique doit être prise en charge. Si elle n'est pas contrôlée, la chirurgie reste absolument la référence. À l'échec de la stratégie médicale. Et puis bien sûr, je pense que le choix du patient doit être pris en compte. À la lumière des données que je vous ai montrées, le patient peut décider de la chirurgie ou pas. La stratégie médicale repose sur le traitement ou le drainage d'un éventuel abcès, et ça c'est la priorité, c'est une urgence. Les biothérapies sont efficaces dans le traitement de la maladie de Crohn fistulisante. On a maintenant on commence à... beaucoup de données, c'est un bien gros mot. On a quelques données sur les anti-TNF qui commencent à montrer qu'on a des bons résultats dans ces indications-là. Globalement, retenez qu'on a un succès à court terme et à long terme chez environ un patient pour 2. Pour conclure, je vous dirais que de toute façon, ces maladies fistulisantes sont des formes compliquées. C'est pas facile de prendre en charge ces pathologies-là. Et moi, je vous conseille de discuter de ces cas-là en réunion de concertation pluridisciplinaire MICI, et en tout cas de se rapprocher des équipes référentes à la fois médicales et chirurgicales avant de décider d'un traitement médical, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de prévenir le chirurgien au dernier moment. Je vous remercie. Habituellement, il n'y a pas de questions après la controverse, donc je souhaite vous remercier les orateurs,
les laboratoires qui permettent que ces assises des Mickey soient renouvelées chaque année. Encore merci à vous tous et à l'année prochaine.